Salut Jonas. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jonas, tu es directeur de l'association Boussole Antiraciste. Tu es formateur à la lutte contre l'antisémitisme et tu viens de rédiger un ouvrage avec ton camarade Samuel Delors qui lui est enseignant. Ce bouquin s'appelle « Petit manuel de lutte contre l'antisémitisme, reconnaître, décrypter, combattre ». C'est aux éditions du Commun avec une préface très intéressante et que j'enjoins tout le monde à lire, ainsi que le livre d'ailleurs de Pierre Savy. C'est passionnant, c'est dense, c'est vraiment un manuel avec des entrées qui sont à la fois historiques, thématiques et problématisées. On va rentrer dans le détail de ce que tu proposes. Mais d'abord, une question. Aujourd'hui, on le voit, l'antisémitisme, j'allais dire, est en train de ressurgir. Il n'a jamais cessé de ressurgir. Mais en ce moment, il connaît un espèce de renouveau qu'on va essayer d'analyser. Mais on voit bien qu'il y a un problème de définition de ce que c'est que l'antisémitisme. Il ne se place pas en fonction des interlocuteurs, de ceux qui le convoquent, de ceux qui en parlent. Il ne se place pas exactement toujours, il n'a pas toujours exactement les mêmes paramètres. Toi, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui, en 2025, l'antisémitisme? Alors, simplement, l'antisémitisme, c'est les attitudes, les discours et les actes d'hostilité envers les personnes juives. Mais c'est plus que ça. C'est aussi une certaine vision du monde qui se veut rebelle, qui se veut révolutionnaire, mais qui en réalité est profondément régressive. C'est l'attitude complotiste qui vise à dénoncer, à révéler l'existence d'un complot, d'un petit groupe de personnes qui seraient surpuissantes et qui comploteraient dans l'ombre pour diffuser le mal partout en France et dans la planète. Mais attends, tout complotisme n'est pas de l'antisémitisme. Pas nécessairement. Tout complotisme n'est pas antisémite, mais le complotiste, lorsqu'il persiste dans son obsession à révéler un complot, souvent tombe dans l'antisémitisme. Je donne un exemple. Les platistes, par exemple, ceux qui pensent que la Terre est plate, ne sont a priori pas antisémites. Ce n'est pas antisémite de dire que la Terre est plate, c'est juste faux. Mais lorsqu'on est platiste et qu'on pense réellement qu'il y a du mensonge dans la société, eh bien, alors si on continue dans cette idée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont dans le coup. Les profs de géographie sont dans le coup, les astronautes sont dans le coup, les astronomes, tous ceux qui ont fait l'histoire de Galilée, bref, le nombre de gens qui racontent les médias, l'éducation nationale, le gouvernement, tout le monde est soit victime de désinformation, soit est acteur de cette désinformation. Et donc, dans cette logique-là, c'est qu'il y a un petit groupe qui a intérêt à désinformer et à créer des mauvaises informations qui feraient croire que la Terre serait ronde alors qu'en fait, elle serait plate. Et donc, lorsqu'on identifie un petit groupe qui aurait le pouvoir de diffuser cette désinformation à l'échelle du globe, voilà, on est presque dans l'antisémitisme. Pourquoi, et là on va arriver à la question historique, pourquoi est-ce que petit groupe qui a du pouvoir, on l'associe à des personnes juives? Parce qu'on pourrait dire, bon bah, je sais pas moi, historiquement ça pourrait être aussi l'Opus Dei ou je sais pas quoi, ou juste la noblesse, tu vois, enfin il y a d'autres petits groupes il y a des petits groupes qui ont eu le pouvoir et qui pourraient aujourd'hui être les objets de ces complots divers et variés. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, mais comme de par le passé, c'est sur les juifs que l'on tombe? Eh bien, cette question, elle est importante et compliquée. C'est ce à quoi vous répondez dans la première partie de votre livre. Tout à fait. En fait, il faut s'intéresser à la profondeur historique du phénomène de l'antisémitisme. Et il faut déjà passer par, en fait, il faut étudier la phase de construction et de diffusion du christianisme, où voilà, le christianisme s'est fondé en opposition avec le judaïsme et a attribué un grand pouvoir aux juifs, celui de tuer Dieu. C'est la première accusation, grande accusation formulée par l'Église chrétienne, l'accusation de peuple déicide, donc qui est l'idée que les juifs sont collectivement responsables de la mort de Jésus
puis de Dieu lui-même. Et de cette accusation vont découler plein d'autres. Le fait que les Juifs auraient un rapport particulier à l'argent, le fait que les Juifs auraient la volonté d'exterminer les chrétiens en diffusant des poisons, c'est l'accusation d'empoisonnement des puits, l'accusation de crime rituel, l'idée que les Juifs kidnapperaient des enfants chrétiens pour prélever leur sang et le manger, bref, beaucoup d'accusations. Et au moment de la Révolution française, ces accusations vont se séculariser. On a quelque chose d'important, c'est que la Révolution française, qui est le passage du féodalisme au capitalisme, avec la révolution industrielle au cours du 19e siècle, etc., eh bien, va déclencher d'un côté un mouvement contre-révolutionnaire, ceux qui veulent le retour à la monarchie, mais aussi des critiques du capitalisme, de ce nouveau système social naissant, donc les cercles socialistes, et qui vont théoriser l'idée que, eh bien, il y aurait un petit groupe qui aurait eu intérêt à organiser la révolution. Les monarchistes vont dire les Juifs tout de suite, avec ce raisonnement qui est que, puisque les Juifs ont profité de la révolution, puisqu'ils ont acquis l'égalité en droit avec l'émancipation, eh bien, c'est qu'ils en seraient à l'origine. Donc les monarchistes développent ce raisonnement complotiste, puisque les Juifs ont profité d'un événement, c'est donc qu'ils en sont les organisateurs. C'est comme si on disait finalement, les enfants ont eu du chocolat au goûter, c'est donc qu'ils contrôlent la cantine. C'est à peu près ce même niveau de raisonnement. Et les socialistes, eux, ne vont pas forcément rentrer dans cette critique-là, mais ils vont dire de manière résumée, puisque maintenant, ce qui nous domine, ce n'est plus le roi, les seigneurs, le système féodal, eh bien, c'est une domination abstraite, l'actionnaire, la finance, et que les gens qui ont un rapport particulier à l'argent, on a collusion entre préjugés moyenâgeux des Juifs et de l'argent, avec critique naissance du capitalisme, eh bien, cette collusion, elle va produire l'antisémitisme, qui est une théorie économico-politique fondée au XIXe siècle dans des cercles qui se disent socialistes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que je ne suis pas du tout en train de dire que la critique anticapitaliste est antisémite, pas du tout. Moi-même, depuis la CGT, depuis là d'où je viens politiquement, je suis dans la critique des catégories fondamentales du capitalisme, le travail, la marchandise, la valeur, les classes sociales, etc. Mais au 19e, avant l'affaire Dreyfus, on a ce qu'on appelle une critique anticapitaliste tronquée. C'est-à-dire que plutôt que voir le système de domination par le travail, les classes sociales, la valeur, etc., eh bien, on va personnifier la critique et on va dire que ce sont des gens, ce sont des individus qui sont au centre du problème. Et pendant l'affaire Dreyfus, en fait, cette critique, elle est partagée autant par les socialistes nationalistes, la bande à Drummond, eux qui sont soit bonapartistes, qui veulent le retour à l'Empire, ou alors monarchistes, et les socialistes internationalistes qui vont s'éloigner de cette critique, donc la section française de l'Internationale ouvrière, les anarchistes, les syndicalistes révolutionnaires, etc., et qui vont développer une vraie critique du capitalisme. Et nous, dans notre bouquin, eh bien, puisqu'on s'adresse beaucoup au mouvement social, puisqu'on en est partie prenante, eh bien, on essaye de penser à quel moment l'antisémitisme eh bien, peut devenir ce qu'on a appelé une rébellion conformiste, c'est-à-dire se prétend comme une théorie rebelle. Et donc c'est pendant l'affaire Dreyfus que les deux bouts du socialisme, ceux qui critiquent le capitalisme, vont se séparer et dire on n'a pas le même projet de société. Et là on va avoir une clarification, et c'est assez intéressant de se dire que finalement la naissance de ce qu'on appelle la gauche au niveau moderne est née de l'antiracisme ouvrier ou de la gauche politique qui s'est créée pendant l'affaire Dreyfus. Et ensuite, au cours du XXe siècle, les sources de l'antisémitisme se sont consolidées à un autre endroit donc que le socialisme. Alors oui alors, eh bien, c'est la partie soi-disant socialiste du national-socialisme allemand. Donc le nazisme se prétend un anticapitalisme, mais c'est un anticapitalisme tronqué. Puisqu'il dit le problème, c'est ce petit groupe qui veut nous dominer, qui nous gouverne. Eh bien, la théorie complotiste et l'antisémitisme va se formaliser complètement, on va dire, avec l'écriture et la diffusion des protocoles des sages de Sion, donc un faux qui est diffusé par les proches du tsar de Russie et qui a pour but de détourner la colère du peuple qui boue contre le roi, contre le tsar, dans un sens pogromiste. C'est-à-dire que le document, eh bien, est envoyé, est diffusé dans la population
pour que les gens qui ont une colère légitime contre l'oppression du tsar, eh bien, se disent, le document leur dit, vous croyez que les bolcheviks, que les communistes veulent votre bien, veulent votre émancipation? Pas du tout, c'est les juifs qui préparent un coup, comme ils l'ont fait avec la Révolution française, ils ont coupé la tête du roi et ont gagné des avantages, eh bien, ils vous instrumentalisent pour faire la même chose. Donc, vous pensez vous libérer en coupant la tête du roi, mais pas du tout. Vous offrez, vous prêtez le flanc à une domination juive. Et les nazis vont donc souscrire et prolonger cette réflexion complotiste jusqu'à promouvoir l'antisémitisme comme une politique d'État, en s'imaginant qu'il faudrait détruire les juifs pour rendre le monde meilleur, puisqu'ils identifiaient les juifs à la domination en général, la domination économique, la domination politique, et bien tout ce qui crée le mal dans la société allemande après le crash boursier de 1929. Post-Shoah, il y a eu énormément de réflexions sur la nature de la société, les sociétés qui avaient permis cet antisémitisme d'État et ce génocide juif, en même temps que l'antisémitisme était en train de se prolonger, muter, en tout cas ne pas disparaître. On peut pas du tout dire que l'antisémitisme a été battu avec le nazisme en 1945. Comment est-ce que, dans cette après-deuxième guerre mondiale, l'antisémitisme a continué d'évoluer, de faire son triste bonhomme de chemin? Alors oui, tout à fait. Eh bien, dans la société européenne, mais aussi ailleurs, eh bien, on ne peut plus être antisémite ouvertement après la Shoah. Ce n'était pas le cas avant. Eh bien, au XIXe siècle, on a des gens qui se revendiquent ouvertement de l'antisémitisme. Le mot antisémitisme est accolé à l'idée de justice sociale. Hein. C'est un mot vu comme positif avant l'affaire Dreyfus. Et même un peu après. Mais après la Shoah, effectivement, l'antisémitisme est disqualifié socialement. On peut plus dire antisémite, puisque ça réfère au nazisme, mais aussi juridiquement, c'est quelque chose qui devient répréhensible. L'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un délit. Et donc, on ne peut plus être antisémite ouvertement, et pourtant, effectivement, l'antisémitisme subsiste et continue à se diffuser, et on va dire qu'il explose autour des années 2000. Alors, les explications de ce phénomène, eh bien, il y en a plusieurs sortes. La recherche, aujourd'hui, beaucoup pensé en Allemagne, établit l'existence de ce qu'on a appelé un antisémitisme secondaire, ou l'autre nom. Alors secondaire, on pourrait croire que ça veut dire moins important. Moins important, mais c'est pas ça. L'autre nom, c'est l'antisémitisme du rejet défensif de la culpabilité post-Shoah. Eh bien, c'est une attitude de rejet de la culpabilité. Et c'est une des explications, c'est qu'il y a au sein, non pas dans l'espace public, mais au sein des familles, eh bien, ce rejet de la culpabilité qui se transmet et qui passe par des formes de ressentiment et qui circulent à travers les familles. Donc ça, c'est sur la société occidentale, mais on va dire dans le monde, eh bien, il y a quand même plusieurs épisodes où l'antisémitisme se diffuse. D'abord dans les politiques antisémites en Russie soviétique, avec les campagnes antisémites de Staline. On est dans ce qu'on va appeler l'antisionisme soviétique, donc, qui a une composante antisémite, mais aussi un rejet de l'existence de l'État d'Israël. Et globalement, cet antisémitisme soviétique, eh bien, c'est un recyclage des accusations faites aux Juifs en accusations faites aux sionistes. Par exemple, la campagne contre les blouses blanches. Donc Staline accuse les médecins juifs d'empoisonner les dirigeants communistes et il ne les accuse pas d'être juifs mais d'être sionistes, alors que voilà, on a des hauts dirigeants du Parti communiste qui n'ont jamais été sionistes, voire ont été anti-sionistes, et on a la réactivation de l'accusation d'empoisonnement des puits. Donc on est dans un recyclage des accusations faites aux juifs en accusations faites aux sionistes. On a ça d'un côté, on a le négationnisme. Donc le négationnisme qu'on observe en fait, suite à chaque génocide, c'est-à-dire que les génocidaires ont pour objectif d'annihiler tout un peuple, c'est leur objectif, et même jusqu'à la mémoire de ce peuple. Et donc le négationniste, eh bien, il poursuit l'œuvre du génocidaire, puisqu'en disant la Shoah n'a pas existé, les chambres à gaz n'ont pas existé, eh bien il dit les 6 millions n'ont pas existé.
Et donc il poursuit l'œuvre du génocidaire qui, lui, a pour objectif de faire disparaître jusqu'au souvenir de ces 6 millions. Et les négationnistes, eh bien, ils sont d'abord dans les cercles d'extrême droite, mais ils vont aussi apparaître dans certains cercles de ce qu'on appelle l'ultra-gauche des années 70, donc c'est l'affaire de la vieille taupe, où à travers une critique de la démocratie représentative et le refus du stalinisme, eh bien, certains cercles autour de Pierre Guillaume et de Gilles Dauvé, eh bien, vont développer une critique négationniste et se rapprocher petit à petit de Robert Faurisson, de Maurice Bardèche et de l'extrême droite. Pierre Guillaume, qui était debordiste à la base, va finir dans les cercles proches de Jean-Marie Le Pen. Il va assister au meeting du Front jusqu'à sa mort il y a quelques années. Et le troisième épisode important, un épisode douloureux, je dirais irrésolu et qui fait nœud dans le débat public français, c'est un chapitre, on va dire important, très polémique, qu'on a appelé les exils juifs des pays musulmans. C'est-à-dire, on essaye de comprendre, en tout cas de donner des pistes, parce que notre livre est un résumé de cette histoire. Pourquoi donc un résumé on essaie de trouver les pistes qui permettent de répondre à la question pourquoi 800 000 juifs ont quitté les pays d'Afrique du Nord, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie mineure. Entre les années 50 et 60, on n'a presque plus aucun juif aujourd'hui dans ces pays-là. Et pour répondre à cette question, donc il faut comprendre comment le nationalisme arabe a construit une identité arabe ou musulmane en opposition à l'identité juive, comment le sionisme aussi a participé de cette antagonisation, et comment eh bien, le conflit israélo-palestinien a fait que les juifs en terre d'islam ne pouvaient plus vivre et sont soit partis, soit ont été expulsés, comme c'est le cas en Égypte. Voilà, avec des différences par pays. Hein, l'histoire des juifs au Maroc n'est pas la même que celle des juifs d'Algérie, beaucoup plus traumatique, mais néanmoins avec un résultat, alors pas similaire au point de vue historique. Il y a presque 2000 juifs au Maroc, il n'y en a presque plus aucun en Algérie, donc c'est aussi des résultats différents. Mais comment, voilà, il y a eu une mise en opposition juifs et musulmans, juifs et arabes, et qui s'est transmis en fait dans la décolonisation jusqu'en France aujourd'hui, puisque l'état des relations entre juifs et musulmans en France est quand même assez catastrophique. Alors justement, tu fais la transition parfaite avec les questions qui aujourd'hui animent beaucoup notre espace médiatico-politique. C'est ce rapport entre l'antisémitisme et l'antisionisme, ou entre l'antisémitisme et le sionisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... je me souviens d'avoir interrogé Dominique Vidal, qui est historien et qui avait écrit un opus qui s'appelait L'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est une affirmation que vous questionnez dans votre livre. Pourquoi? À quel titre? Alors, nous, on considère que c'est une question compliquée qui demande un long développement. Non, l'antisionisme, en tant que rejet du projet politique de la constitution d'un État à majorité juive, ce qui est le sionisme, c'est pas antisémite en soi, mais ça dépend ce qu'on entend par antisionisme. C'est un mot très polysémique dans le débat public, comme sionisme d'ailleurs. Hein. Pour nous, sionisme, on l'utilise au sens le plus strict, les sionistes, ce sont ceux qui disent que les juifs ont droit à un État. Ça ne présume pas de la forme de cet État, quelle frontière, quelle constitution, quelle majorité politique, quelle organisation sociale. Il y a des sionistes dans l'histoire pour la solution à un État, Martin Buber, Haddad Shalom, etc. Il y a des sionistes de gauche pour la solution à 2 États aujourd'hui. Il y a des sionistes d'extrême droite, comme Netanyahou, et qui veut un État juif de la mer au Jourdain, avec une épuration ethnique des Palestiniens. Ça, voilà, c'est les sionismes.
Et les antisionismes, par antisionisme, je le vois en formation, hein, on a beaucoup de gens qui se disent antisionistes parce qu'ils condamnent la colonisation israélienne, parce qu'ils refusent les politiques racistes et d'épuration ethnique de Netanyahou, le traitement des prisonniers palestiniens, la fragmentation du peuple palestinien en Israël, etc. etc. De ce point de vue-là, j'ai aucun problème. C'est complètement légitime même. Alors, mais ça, pardon. Oui, mais déjà, j'ai une question. Parce que tu dis la condamnation de la colonisation israélienne. La question, c'est qu'est-ce que c'est la colonisation israélienne? Est-ce que la colonisation israélienne, c'est tout ce qui va au-delà des frontières établies par la communauté internationale de 1948? Ou est-ce que la colonisation israélienne, c'est la création de l'État en 1948, qui déjà a fait expulser quelques 700 000 Palestiniens de leurs terres qui aujourd'hui, eux ou leurs descendants, vivent dans des camps de réfugiés à l'étranger. Donc c'est pas exactement la même chose, parce que dans un cas, ça dirait que c'est ceux qui ont dépassé les frontières de 48 qui sont les colons, mais dans le premier cas, c'est tout Israélien est un colon. Alors tout à fait, c'est là pour moi où on va sur une autre définition d'antisionisme, c'est-à-dire par colonisation israélienne, j'entends toute l'extension territoriale post-1967, avec la résolution 242 des États-Unis qui condamne la colonisation en Cisjordanie, alors d'autres territoires aussi, mais Jérusalem-Est, le Golan, etc. Bon, il y a aussi Gaza, mais Israël se retire de Gaza en 2000. Enfin, bon, je rentre pas là-dedans. Mais effectivement, alors dans la première définition, j'entendais le refus de la colonisation dans ce sens-là. Dans la deuxième définition d'antisionisme, c'est l'existence même d'Israël dans les frontières de 48. Et alors là, je dirais qu'on n'est pas nécessairement dans l'antisémitisme à ce moment-là. On va dire que ça dépend de la vue sur ce que doivent devenir les Juifs qui habitent là. C'est-à-dire, nous, ce qu'on prône d'abord, c'est d'habiter un récit complexe. On veut éviter, en fait, on appelle surtout à éviter ce qu'on appelle des contes pour enfants. Il y a un premier conte pour enfants, je dirais, diffusé par les organisations sionistes, alors pas toutes, mais certaines, qui disent les Juifs ont renoué avec leur territoire ancestral et ont récupéré leur légitimité à vivre à un endroit pour fuir l'antisémitisme européen, et les méchants arabes leur nient ce droit-là. Alors, ça c'est le premier conte pour enfants, hein. Oui, la Palestine ou le royaume d'Israël ancestral est le berceau du judaïsme, ça c'est établi par l'archéologie, etc. Pour autant, le fait d'avoir habité il y a 2000 ans n'est pas un argument suffisant pour dire qu'il y a une revendication, qu'ils ont le droit d'être là, mais ni dans un sens ni dans un autre. C'est pas le premier qui gagne le droit d'être là. Oui, le sionisme est une réponse au problème de l'antisémitisme tel qu'il est formulé en 1897 par Theodor Herzl, et les autres solutions au problème de l'antisémitisme, c'était quoi? Soit l'antisionisme orthodoxe, donc ces religieux obscurantistes qui disaient qu'il faut souffrir l'antisémitisme. Ceux-là, soit ont été exterminés, soit ont changé d'avis et sont partis en Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, les ultra-orthodoxes sont plutôt ultra-sionistes. On les retrouve dans les colonies en Cisjordanie. Donc il y a une inversion, en tout cas des orthodoxes messianiques. Aujourd'hui, les messianiques sont avec l'extrême droite israélienne. Deuxième solution, c'est les syndicalistes révolutionnaires, le Bund et d'autres mouvements syndicalistes. Eux ont une lutte absolument extraordinaire, extrêmement intéressante, et identifiaient le problème de l'antisémitisme comme une fausse rébellion, et ils prônaient l'alliance horizontale, le fait de mener la lutte sociale et le renversement du capitalisme pour revisibiliser les réelles structures de pouvoir, pour éviter l'impasse complotiste, justement, lorsqu'on abandonne le mouvement social et on rentre dans l'analyse antisémite. Eux, ils ont une histoire absolument incroyable, et ils ont été exterminés pendant la Shoah. Et les survivants sont devenus sionistes après les années 50. Voilà, le Bund, à son congrès de dissolution, dit maintenant nous allons immigrer, nous reconnaissons l'existence d'État d'Israël et nous pensons que c'est une solution viable pour le peuple juif. Et enfin, la dernière proposition, c'est les assimilationnistes, dont Theodor Herzl fait partie d'ailleurs, mais qui en fait, devant l'affaire Dreyfus,
se disent voilà, et bien même le plus français des Français, ce capitaine qui n'avait finalement de juif que l'histoire et pas du tout la religion. Dreyfus mange du cochon, il a vu la synagogue, je ne sais pas s'il est déjà rentré dans une synagogue, en tout cas très peu dans sa vie, et ils se disent, voilà, le plus français des juifs, eh bien, lui-même est victime d'antisémitisme, c'est donc qu'il faut un pays pour les juifs. Donc le sionisme vient de l'échec de l'assimilationnisme. Donc ça c'est le premier récit qui rappelle ça, et le récit miroir opposé finalement, qui est véhiculé par le nationalisme arabe, certaines parties du nationalisme arabe en tout cas, c'est de dire les gentils arabes vivaient en Palestine, en entente parfaite avec les juifs et les chrétiens, et les sionistes ont dénaturé les relations, les méchants juifs, les méchants sionistes plutôt, sont venus faire la guerre, et depuis c'est le conflit. Mais là c'est pareil. Il y a eu une attitude coloniale des sionistes. En 1897, en fait, ils achètent les terres à des propriétaires ottomans, donc turcs, ou libanais, ou syriens, qui en fait sont certes des propriétaires, mais n'ont jamais vu les terres dont ils sont propriétaires. Et les sionistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec leur papier de propriété et ils disent aux travailleurs, maintenant vous vous cassez, c'est chez moi. C'est une attitude coloniale. Leur objectif, contrairement à la colonisation algérienne ou d'autres, c'est pas d'exploiter la main-d'œuvre locale pour s'enrichir. La colonisation de peuplement, avec métropole, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est d'installer des travailleurs juifs. C'est l'objectif des sionistes. Donc, bien sûr, c'est une attitude coloniale. Au fur et à mesure que le conflit, au début qu'il y a un conflit foncier, eh bien, il va se développer. On passe sur des phases armées. Il y a des massacres. Il y a de la mise en fuite des Palestiniens jusqu'à la Nakba, des exactions et la mise en fuite de presque 800 ou peut-être 900 000 Palestiniens, 2 tiers vers Gaza et la Cisjordanie, 1 tiers vers le Liban et l'Égypte et la Jordanie. Et la naissance d'Israël est en même temps... voilà. En fait... Nous, le récit inconfortable qu'on appelle à habiter et qui est extrêmement inconfortable, c'est de dire oui, le sionisme est en même temps une solution au problème de l'antisémitisme européen et en même temps le malheur des Palestiniens. Et c'est ce que dit, par exemple, c'est ce qu'articule Edward Said en disant les Palestiniens sont les réfugiés des réfugiés, les victimes des victimes. C'est cette pensée complexe qu'il appelle à habiter dans les études postcoloniales et qu'on retrouve aussi dans les études décoloniales avec Enrique Dussel. Et on pense que, en fait, cet appel à habiter une histoire inconfortable, elle est absolument nécessaire pour déjà résoudre le conflit et éviter que l'antisémitisme augmente ici en France et dans la société occidentale. À côté de ça, il y a encore d'autres formes d'antisionisme. Alors, il y en a plusieurs, mais une qui est là, on est rentré dans l'antisémitisme, qu'on appelle antisionisme conspirationniste. Donc, celle-là, en fait, elle prolonge les analyses qu'on trouve dans les protocoles des sages de Sion. Voilà, protocole des sages de Sion, si on analyse le titre, qu'est-ce que c'est? Le protocole, c'est le plan à suivre, la démarche à dérouler, le plan à suivre. Et les sages de Sion, eh bien, ça fait référence aux sionistes. Et là, on n'est plus dans la critique réelle du sionisme, on est dans la dénonciation d'un complot mondial. Donc les protocoles, ils sont diffusés au début du XXe siècle, et en fait, ils se présentent, ils sont écrits comme si c'était un lanceur d'alerte qui les avait écrits. Ils écrivent, voilà, nous révélons les plans d'une machination secrète qui a lieu dans une réunion de la Juiverie internationale. Alors, ce qui est vrai là-dedans, c'est que oui, de nombreuses organisations juives se sont bien réunies à Bâle, en Suisse, en août 1897, pour mettre en place l'organisation sioniste mondiale, qui a pour objectif de créer un pays pour les Juifs. Mais le but, c'est de passer par la voie légale. Et d'ailleurs, c'est pas du tout
et diplomatique. Et d'ailleurs, le congrès est couvert par les journalistes, on a des photos, on a des comptes rendus, c'est pas du tout un plan secret. Et les protocoles disent que les sionistes sont riches, ont investi les banques au niveau mondial, sont un réseau de financiers, ils provoquent des crashs boursiers, ils diffusent des maladies, ils provoquent des révolutions, ils provoquent des guerres. Pourquoi? Pour installer le chaos et installer un nouvel ordre mondial. On retrouve donc ce terme déjà dans les protocoles, qui serait un état de domination de la planète par les Juifs. Et cet antisionisme conspirationniste, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. Il prend des nouvelles formes, mais finalement la matrice est déjà là dès le début du XXe. Et qui ont été diffusés massivement, notamment avec des messieurs comme Alain Soral et Dieudonné Mbalambala. On l'a vu déjà avec la liste Euro-Palestine en 2004 et avec le parti antisioniste en 2009. Où leur définition du sionisme, d'après le porte-parole du parti antisioniste, qui dit que, dans une conférence de presse, il dit « Le sionisme, c'est tout ce qui met en danger notre civilisation. Derrière chaque divorce, il y a un sioniste. Derrière chaque professeur de l'éducation nationale, il y a un sioniste. Le sioniste, c'est celui qui contrôle le cerveau de tes enfants, celui qui contrôle les journalistes, les médias, l'industrie, etc. » Donc là, on est dans une forme complètement conspirationniste. Et le problème, effectivement, c'est que, Alain Soral et Dieudonné se sont fait passer pour des défenseurs de la Palestine. En 2004, avec la liste Euro-Palestine qu'il propose aux européennes, on a une alliance en fait rouge-brune. Dans la liste, on a donc Alain Soral et Dieudonné, mais on a aussi Bob Siné. On a Maurice Rachfus, qui est lui-même un survivant de la Shoah, qui est une personnalité connue, reconnue à gauche pour son observatoire de la police, légitime par ailleurs, à propos des crimes policiers, racistes, etc. Mais il s'engage dans cette liste-là. Et là, on a une grande confusion, puisque dans la liste, on a aussi des militants CGT, d'attaque. On a des manifestations où on va avoir les Verts, le NPA, la liste Euro-Palestine. D'ailleurs, on a revu Euro-Palestine à la manifestation contre le racisme samedi de la semaine dernière. Donc, ils réapparaissent en fait dans le débat public. C'est quelque chose d'inquiétant. Et ils ont un discours de défense de la Palestine, sincère par ailleurs, mais qui mobilise des éléments d'antisionisme conspirationniste. Et ça, on l'a vu à travers des figures de la gauche, je pense à Roger Garaudy notamment, qui était un négationniste de manière ouverte. Et on a d'autres figures plus troubles qui mélangent soutien à la Palestine et antisémitisme. Aujourd'hui, dans le débat public, on peut parler par exemple d'Andreas Malm, qui publie un livre à la Fabrique et qui raconte que, pour sauver la Terre du réchauffement climatique, il faut détruire Israël. Alors, moi, j'ai aucun problème avec la critique d'Israël. On peut critiquer Netanyahou, comme je l'ai dit tout à l'heure, la colonisation, etc. C'est légitime. Mais là, on n'est plus dans la critique d'un Israël réel, on est dans la critique d'un Israël imaginaire. Non, ce n'est pas le sionisme qui est à l'origine du réchauffement climatique. Il y a quelque chose de délirant, qui a quelque chose à voir avec l'antisionisme conspirationniste dans ce cas-là. Le lien que tu fais entre l'antisémitisme et la critique légitime de ce que fait aujourd'hui le gouvernement d'Israël et de Benjamin Netanyahou, c'est lorsque tu considères qu'il prend... il fantasme, il essentialise ce qu'est le gouvernement d'Israël, il en fait tout Israël, toute la population israélienne. C'est quand il va trop loin dans cette critique. C'est ça que j'arrive pas très bien à comprendre. Parce que moi, en fait, dans l'autre sens, il y a aussi une utilisation de l'antisémitisme comme arme pour faire taire ceux qui veulent défendre la dignité du peuple palestinien. J'en ai moi-même été la cible assez fréquemment, et c'est vrai que c'est très choquant à vivre, tout ça parce que j'avais dit que Netanyahou était probablement en train de commettre des actes génocidaires à Gaza, ce qui me paraît pas démentiel vu que il y avait une instruction en cours de la part de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, un discours de défense du peuple palestinien peut se transformer, selon toi, en un discours antisémite? Alors, il y a des instrumentalisations de l'antisémitisme, bien sûr, comme de n'importe quel sujet. Je veux dire, quand Bardella
attaque la France insoumise pendant l'affaire Quatennens en disant que les vrais féministes sont au Rassemblement national, il y a instrumentalisation du féminisme par l'extrême droite. Mais bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie affaire Quatennens. Oui, Netanyahou, quand il dit qu'il est le nouveau capitaine Dreyfus, quand la CIJ l'attaque légitimement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, bien, il y a instrumentalisation, évidemment. Il faut formuler une critique radicale des politiques israéliennes, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'invite vraiment à suivre l'association Standing Together, le podcast de Third Narrative aussi, alors Standing Together, c'est une association israélo-palestinienne et judéo-arabe qui articule un discours radical contre Netanyahou, contre la colonisation, etc. Ou même le podcast Third Narrative, où là, ce sont 2 Palestiniens qui ont une critique radicale des politiques israéliennes et même d'Israël tout court. Et il faut avoir cette critique, c'est très important. Mais là où on peut basculer dans l'antisémitisme, je dirais, je vais donner 2 cas, mais en fait il y en a d'autres encore, mais c'est lorsqu'on n'accuse plus le sionisme en tant que sur des faits politiques, la guerre horrible à Gaza, le traitement inhumain des Palestiniens, même au sein d'Israël, dans les prisons ou à Jérusalem, etc. Lorsqu'on n'est plus là-dedans, mais en fait, lorsqu'on est dans un fantasme, je donne un exemple. Par exemple, j'ai vu relayer beaucoup cette fake news que les soldats israéliens voleraient des organes aux Palestiniens. En fait, c'est déjà assez horrible ce que les soldats israéliens font aux Palestiniens pour en rajouter. Je veux dire, dans les décombres de Gaza, il n'y a pas des soldats israéliens qui se baladent avec leur couteau de ranger en train de prélever un poumon, un rein, de le mettre dans une glacière. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Enfin, je veux dire, pour faire un prélèvement d'organes, il faut une chambre stérile, il faut des compétences en chirurgie. Une transplantation d'organes, ça ne se fait pas sur un champ de guerre, c'est n'importe quoi. Donc là, on est plus dans la réactivation. Mon hypothèse, c'est qu'on est plus dans la réactivation des accusations de crimes rituels que dans une réelle critique de la guerre menée à Gaza. Et deuxièmement, je dirais l'autre cas, c'est en fait lorsqu'on est dans un simple recyclage des accusations faites aux Juifs, ou quand on cible les Juifs, pour des Juifs en France, on les rend responsables de ce que l'armée fait aux Palestiniens. Là, on est dans l'antisémitisme. Et là, je donne des exemples assez connus, en fait. C'est-à-dire, lorsque Mohamed Merah rentre dans une école juive à Toulouse, qui met une balle dans la tête de 3 enfants et d'un papa, il dit « Je viens venger les enfants palestiniens ». Mais en fait, il n'y a pas de lien logique entre tuer des enfants à Toulouse et sauver des enfants palestiniens qui sont en danger par ailleurs. Enfin, je veux dire, qui feront l'objet d'assassinats de l'armée israélienne. Enfin, mais là, mon sujet, c'est ces enfants à Toulouse. Il n'y a pas de lien logique entre les deux. Lorsque on a ce Pepe Marco qui se fait casser la gueule devant sa synagogue au printemps dernier, son agresseur dit tu tues des Palestiniens. Non, Pepe Marco, 70 ans, ne tue pas de Palestiniens. C'est pas vrai. Alors, c'est quelque chose qu'on observe depuis le début des années 2000. Les Juifs français sont désignés comme responsables des agissements du gouvernement israélien. On le voit encore à l'Hyper-Cacher, lors de la tuerie où 4 monsieur qui viennent chercher du houmous, une boîte de houmous juste avant Shabbat, se font tirer dessus. Et le tueur, Koulibaly, dit oui, je fais ça pour venger la Palestine. Mais il n'y a pas de lien. On n'aide pas les Palestiniens en tuant des Juifs en France. Et finalement, le fait de désigner les Juifs français comme responsables de ce qui se passe en Israël, de manière beaucoup moins spectaculaire, les Juifs français le vivent presque au quotidien. C'est-à-dire qu'on va leur formuler une injonction géopolitique, on va les soupçonner, ils vont faire l'objet d'un soupçon permanent et un déni d'humanité. Ils doivent rendre des gages, montrer patte blanche pour
et expliquer autour d'eux qu'ils font partie de l'humanité finalement. Eux aussi souffrent pour les Gazaouis, mais on va exiger ça d'eux spécifiquement. Et en fait, c'est indépendant de ce qu'ils disent réellement. Moi-même, eh bien, j'ai appelé à un cessez-le-feu le 8 octobre 2023 et eh bien, j'ai été accusé de faire partie du lobby sioniste génocidaire. C'est le cas, par exemple, du collectif Golem qui s'est constitué contre l'extrême droite en novembre 2023 et qui a affronté le Rassemblement national dans la marche contre l'antisémitisme pour lutter contre l'antisémitisme et son instrumentalisation par l'extrême droite. Eh bien voilà, on a le député Émeric Caron qui écrit sur les réseaux sociaux que Golem fait partie du lobby sioniste génocidaire. Et là, on est dans ce déni d'humanité, on est dans cette diffusion du soupçon. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, finalement, c'est la même mécanique que d'islamophobie, parce qu'on voit qu'après chaque attentat djihadiste en France, on a une augmentation des actes islamophobes. Après Charlie Hebdo et l'hypercacher, on a des darons qui portent le foulard qui se font agresser dans la rue, on a des enfants musulmans qui se font interpellés à l'école, qui doivent passer devant la police pour expliquer, et les parents doivent expliquer que oui, eux aussi sont Charlie, etc. Et donc on a une dynamique similaire qui repose sur une diffusion du soupçon de manière générale. Un déni d'humanité, voire eh bien, on accuse les musulmans d'être des terroristes et les juifs d'être des assassins d'enfants palestiniens. Oui, mais la difficulté, c'est que là, tu cites des exemples qui sont paroxystiques. La difficulté, c'est par exemple des critiques qui viennent, y compris de la gauche, de dire ah bah vous voyez, par exemple, dimanche dernier, il y avait une manifestation antifasciste à 13h sur la place de la République. Et j'ai vu des posts de gens sincèrement de gauche qui disaient c'est scandaleux, il y a plein de drapeaux palestiniens dans cette manif antifasciste, c'est parce que c'est des antisémites. Ah bon, première nouvelle. Il y a aussi la question de certains slogans, tu vois, qui sont considérés comme antisémites et qui, à titre personnel, ne m'apparaissent pas comme antisémites à première vue, comme Palestine vivra. Alors on me dit, ah, Palestine vivra, alors il y a la suite, il y a Palestine vaincra. Et on me dit, ce qui est un slogan qui est assez traditionnel dans les luttes pour la dignité du peuple palestinien, qui date il y a des dizaines d'années. Ils n'ont pas été inventés depuis le 7 octobre 2023. Et on me dit, bah ça c'est antisémite. Alors, je suis là, genre, bon, c'est un peu compliqué. Porter un kéfier dans des universités, par exemple, va être considéré comme antisémite. En fait, il y a tout cet amalgame en fait qui est fait entre la lutte pour la dignité du peuple palestinien et l'antisémitisme, qui vient aussi brouiller la nature même de l'antisémitisme. Et les exemples que tu cites, on va pas tourner autour du pot. Genre, il y en a beaucoup qui, la cible principale, c'est la France insoumise et les responsables de la France insoumise qui sont, pour moi, dans les deux registres dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que parfois ils sont dans la défense tout à fait légitime du peuple palestinien, et puis à d'autres moments, ils donnent des gages en fait à cet autre antisémitisme dont tu parles très bien. Et c'est là que j'avoue que je perds un peu pied, quoi. Parce que moi, il y a une partie de leur discours à laquelle j'adhère totalement. Et j'ai envie de dire Palestine vivra. Et j'ai envie de dire il faut un État palestinien. Et j'ai envie de porter un kéfier. Et aujourd'hui, par exemple, porter un kéfier est un vrai, en soutien au peuple palestinien, est un vrai problème. Alors, on est absolument d'accord. Porter un drapeau palestinien ou un kéfier n'est pas antisémite. Le problème, c'est que là, on en est arrivé à un état du débat absolument polarisé, où il y a une mise en compétition entre la lutte contre l'antisémitisme et la solidarité avec la Palestine. On a mis en concurrence entre antiracisme et solidarité internationaliste. Et ça, eh bien, c'est orchestré autant par la droite que la gauche. Je donne un exemple parmi beaucoup. Le 7 octobre 2023, le jour même des massacres du Hamas, le Darmanin prononce une interdiction des manifestations de solidarité avec la Palestine au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Alors, c'est absolument dégueulasse. Se dire solidaire du peuple palestinien n'est pas antisémite, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans les manifestations pour la Palestine ? Oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui profitent des manifs pour exprimer de l'antisémitisme que le mouvement
solidarité avec la Palestine est antisémite, ça c'est malhonnête. Et plutôt que de dire ça, alors c'est dégueulasse pour d'autres raisons. Les Palestiniens ont absolument besoin de solidarité internationale, c'est évident. Pour les libertés publiques, il y a plein d'arguments contre Darmanin. Mais disons finalement, quelque part, la réponse de Jean-Luc Mélenchon, au moment où il y a cette manifestation contre l'antisémitisme, c'est de dire ceux qui vont marcher contre l'antisémitisme le 23 novembre sont les soutiens du massacre à Gaza. Et ça, c'est dégueulasse. Non. Les gens qui marchent contre l'antisémitisme marchent contre l'antisémitisme. Et dans la manifestation, on a vu plein de panneaux paix pour cesser le feu. Il y avait aussi des racistes et aussi des gens qui étaient en soutien des massacres à Gaza, c'est vrai. Mais c'est pas... Il y en avait parmi eux, il y avait même l'extrême droite qui était là. C'est vrai. Mais non, les gens qui marchent contre l'antisémitisme marchent contre l'antisémitisme. Et ça, cette mise en opposition, cette polarisation entre solidarité avec la Palestine et lutte contre l'antisémitisme, eh bien, elle est répétée à droite comme à gauche. Et nous, avec Samuel Delors, mon camarade, l'analyse qu'on fait dans le livre, c'est que cette mise en opposition, eh bien, elle s'inscrit dans une vision du monde apocalyptique qui est la théorie du choc des civilisations. C'est-à-dire que l'extrême droite, auquel appartient Netanyahou, eh bien, considère qu'il y aurait un conflit civilisationnel entre l'Occident et dont Israël serait le poste avancé contre la barbarie islamique, l'Orient, qui ferait plonger le monde dans la barbarie, la décivilisation. Et alors cette théorie d'extrême droite, cette vision apocalyptique, elle est aussi portée par les mouvements islamistes comme le Hamas, qui, eux, font un combat à l'Occident et s'inscrivent en miroir de cette théorie, et voient Israël comme le poste avancé de l'Occident dans un monde bipolaire, de la même manière que ceux d'extrême droite. Et le problème, c'est que non, on n'est pas dans un monde bipolaire, on est dans un monde multipolaire. On va le dire de manière très simple, Netanyahou est allié de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Poutine est un allié de l'Iran. L'Iran est un allié du Hamas. Le Hamas n'est pas un allié de Netanyahou. J'ai expliqué de manière assez simple comme quoi on n'est pas dans un monde bipolaire, on est dans un monde multipolaire, ce qui rend les relations internationales compliquées. Et finalement, ici en France, il y a une adaptation de la théorie du choc des civilisations, ce conflit civilisationnel, qui est adapté au contexte local, où on mettrait d'un côté la lutte contre l'islamophobie, la solidarité avec la Palestine, et dans l'autre pôle, les pro-israéliens et la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, c'est une vision complètement catastrophique que nous, on refuse absolument, où, de par nos engagements, mais aussi l'analyse qu'on propose, en fait, il n'y a pas de contradiction à être contre l'antisémitisme et en solidarité avec les Palestiniens. Et ça, finalement, les voix qui portent ça, il n'y en a pas tellement au final. En gros, ce que tu proposes, c'est un peu comme les communistes au moment de la guerre en Algérie qui, pendant un temps, disaient la paix en Algérie, lorsque le FLN proposait l'Algérie aux Algériens. Ce qui n'est pas la même problématique à un moment où l'Algérie était française. Et c'est un peu la même chose. Toi, ce que tu mets en avant, c'est la question de la paix, c'est la question de la concorde, quand d'autres, que ce soit au Proche-Orient ou en France, mettent en avant la question coloniale et disent c'est ça la question la plus importante contre laquelle je vais me battre, alors que toi tu dis c'est la question du vivre ensemble. Et donc vous avez des moteurs en fait qui sont pas exactement les mêmes, qui peuvent se retrouver au moment de réfléchir à la question de l'égalité, que ce soit sur la question décoloniale ou sur la question du vivre ensemble. Il y a la question de l'égalité au bout d'un moment qui va vous réunir. Mais à la base, enfin moi c'est ça que j'identifie comme étant le point d'affrontement et de friction qu'il y a entre deux propositions qui seraient des propositions de gauche. Alors, nous, c'est pas comme ça qu'on le formule. Il y a une question coloniale en Israël. Il y a une question coloniale, bien sûr. Mais là où ceux qui ne voient que la question coloniale, là où je peux rentrer en désaccord avec ceux qui ne voient que la question coloniale, déjà, c'est les comparaisons historiques qui me semblent problématiques. En fait, finalement, le film là, qui est sorti récemment, No Other Land, le dit très bien. Il y a une différence fondamentale. C'est que les Français qui étaient en Algérie pouvaient rentrer en France.
les Juifs en Israël n'ont pas où rentrer. J'entends à gauche des gens qui disent ils ont qu'à rentrer en Pologne ou aux États-Unis ou je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Non mais la proposition, il y a la proposition à 2 États, mais il y a aussi la proposition à un État qui serait un État multiconfessionnel, multiracial, multiethnique, multi tout ce que tu veux, tu vois, mais sur la base d'une égalité entre tous les gens qui vivent sur ce territoire palestinien, au sens large, hein, Israël compris, enfin je veux dire, tu vois, et ça, et aujourd'hui, la solution à un État qui est portée par certaines personnalités. Et moi, je continue de le trouver, je continue de trouver cette orientation, cette direction intéressante. Par exemple, Rima Hassan, moi je l'avais interviewé juste après le 7 octobre ou juste avant le 7 octobre, je ne sais plus, sur cette question. Et j'avais trouvé son développement hyper intéressant. Je ne connaissais pas. Moi, je suis de gauche de base, tu vois, et je suivais cette question. Et la gauche, elle avait toujours dit 2 États. Et donc, je pensais que c'était 2 États qu'on portait. Et Rima Hassan, elle avait dit, bon, bah voilà, un État sur la base d'une égalité totale entre tous, permettrait notamment la réintégration potentielle des gens qui ont été exilés avec la Nakba, etc. Bon, j'avais trouvé intéressant ça comme question. Et maintenant, quand tu dis un État, on a l'impression que, genre, t'es antisémite aussi. Tu vois, genre, je veux dire, on retombe dans les mêmes logiques. Alors que... c'est la question coloniale, en fait. Moi, je pense que c'est ça, moi ce qu'on m'a dit et qui m'avait énormément choqué au moment, après le 7 octobre, c'est un camarade de gauche qui m'avait dit, mais tu comprends, oui, ils ont tué des femmes, et le Hamas a tué, et les terroristes, là, ils ont tué des femmes et des enfants, et des hommes, mais de toute façon, c'est des colons. Voilà la phrase qu'on m'a dite. Et ça m'a hyper choqué. Et j'ai vu que pour lui, la question coloniale était une question première. Et qu'il ne réfléchissait qu'à travers ça. Mais, enfin, je veux dire, soit on dit les Juifs n'ont rien à faire au Moyen-Orient, là, il y a un problème. J'exclus ça de la discussion. Moi, on peut très bien parler de la solution à un État, enfin, c'est pas antisémite de parler de ça, évidemment. Mais en fait, déjà, il y a une première chose. En fait, si on parle de décolonisation de la Cisjordanie, alors dans ce cas-là, on est dans la solution à 2 États. Puisque les colons de Cisjordanie iraient dans l'État israélien et les Palestiniens en Palestine. Donc il y a quelque chose qui me paraît bizarre à dire, il faut décolonisation et un État. Enfin, ou alors ça veut dire les Juifs, plus de Juifs au Moyen-Orient, mais dans ce cas-là, on est soit dans une discussion malhonnête, soit antisémite. Non mais à gauche, il y a plein de gens qui le disent. Hein, donc ça j'écarte. Cette proposition. Après, en fait, il faut s'interroger. Alors, nous, dans notre livre, mais même moi, finalement, je dis pas c'est quoi la solution à 2 États ou un État, parce que, en fait, j'habite ici, j'habite pas là-bas, et 2, en fait, pour mettre en place un État binational, eh ben, dans ce cas-là, il faut une lutte binationale. C'est-à-dire, il peut pas y avoir... Enfin, c'est les peuples dans leur action commune qui vont dessiner la manière dont l'État binational se formerait. Et pourquoi pas? Et je veux dire, Standing Together, je ne formule pas de proposition, mais il mène une lutte binationale. Et moi, j'encourage vraiment les gens à soutenir Standing Together. Mais on voit que Standing Together est entravé par 2 forces. Le gouvernement israélien, qui les réprime. Voilà, on a vu les têtes du mouvement aller en prison, ils sont sortis, etc. Mais aussi le mouvement nationaliste palestinien. Par exemple, BDS appelle à boycotter Standing Together. Et là, moi, j'interroge. Si on sabote la possibilité de lutte binationale, veut-on réellement un État binational? On ne peut pas soutenir le Hamas, qui prétend dire qu'il veut un État binational alors qu'il massacre les Juifs, les Israéliens, les Juifs de gauche en Israël, et pas que les Juifs, mais les gens considérés comme enjuivés, on le voit dans les paroles, l'idéologie, bon, je développe pas pourquoi je dis ça, mais j'ai un argumentaire sur ça. Donc il s'attaque aux gens qui veulent une entente judéo-arabe ou israélo-palestinienne. Il ne peut pas en même temps dire, de manière honnête, je m'attaque à ceux qui veulent une entente israélo-palestinienne et prenez l'État binational. C'est une hypocrisie. Donc, à un moment, moi j'entends des gens qui sincèrement disent il faut un État binational, etc. Mais il y a quand même des difficultés. Dire déjà 2 peuples, au moins 2, parce que je ne sais pas il y a combien de peuples en Israël, c'est toute une question. Hein. Qu'est-ce qui fait société en Israël? C'est une question compliquée aussi. Mais comment au moins 2 peuples qui s'entretuent depuis 100 ans pourraient communier dans une forme novatrice
d'État à double majorité politique, c'est pas évident. Et je veux dire, ici, quand on est ici, il faut trouver un moyen de le formuler, je veux dire, de manière humble. Et moi, je ne suis pas ni un partisan de la solution à deux États, ni à un État, parce que enfin, je ne sais pas, les conditions de la paix, c'est déjà que la guerre s'arrête, et que Israël arrête sa domination. C'est la première étape. Quand on a le genou sur la nuque de quelqu'un qui est à terre, on ne peut pas dire oui, discuter tranquillement. Enfin, déjà, il faut qu'ils s'asseyent les deux à une table pour pouvoir discuter. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il ne peut y avoir qu'une lutte. En fait, c'est soit une solution qui passe par la voie diplomatique, et si c'est par la lutte armée, dans ce cas-là, il faut une lutte binationale. Et ça, eh bien, pour l'instant, je ne vois pas où elle est. Mais sans lutte binationale armée ou par un mouvement social, voilà. Alors, il y a un mouvement social de base qui se passe, et vraiment, il faut s'y intéresser. Ce qui se passe à Masafer Yatta notamment, et qu'on voit dans le film Northernland, voilà, là, il y a un espoir. Avec Standing Together, là, il y a un espoir. Et la gauche française, eh bien, elle devrait soutenir ces mouvements-là. J'ai une dernière question, Jonas. Je sais le combat que tu mènes depuis longtemps, mais encore plus depuis le 7 octobre. Je t'avais déjà interviewé de lutte contre l'antisémitisme, en particulier à gauche. Là, on est en avril 2025. Comment ça se passe Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que genre tu as de l'écoute de la part dans les différents espaces de la gauche, qu'ils soient syndicaux, associatifs ou de partis politiques, ou est-ce que tu vois de la résistance en fait à l'action que tu mènes? Les deux en fait. Les deux, c'est-à-dire que eh bien, depuis le 7 octobre 2023, je dirais qu'on a une libération de la parole antisémite. Et aussi des actes, hein, ça se voit dans les rapports. Mais il y a aussi de plus en plus de monde qui voit qu'il y a un problème. Et donc en tant que formateur, je suis beaucoup appelé en fait. Je suis beaucoup appelé, donc voilà, il y a des gens qui viennent à mes formations. Le bouquin aussi marche très bien, la tournée se passe très bien. Et à l'intérieur du mouvement social, au sein des mondes juifs aussi, où il y a beaucoup de débats, on voit vraiment l'existence, enfin la renaissance, je dirais, d'un milieu juif de gauche qui se formalise. On avait hier soir une soirée organisée par le Johanna Lemler et le podcast Notre Agada, et on voit vraiment l'émergence d'un milieu féministe juif, c'est quelque chose de très réjouissant. Et il y a d'autres collectifs, organisations qui se structurent. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui voient le problème et qui se mettent en réseau et qui se mettent à agir au sein des organisations syndicales, au sein du milieu associatif et au sein du mouvement social en général. Mais il y a aussi du déni. Des gens qui voient dans notre critique de la gauche et de la France insoumise une volonté de destruction du mouvement social, avec aussi des théories complotistes. Hein. Je suis attaqué, on dit de moi que je suis payé par un lobby sioniste, que je suis envoyé par le Mossad, ou des théories délirantes comme ça. Donc qui ont à voir avec l'antisémitisme aussi. mais plus simplement, je veux dire, ça c'est un phénomène de résistance qu'on observe lorsque toute minorité politique, ethnique ou sexuelle critique le mouvement social. Donc j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil de la gauche. Tant qu'elle ne fera pas son autocritique, de la formation, eh bien, elle va s'embourber. Et donc vraiment, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé l'écriture de ce bouquin il y a 2 ans. C'est bien avant c'est 1 an avant le 7 octobre. Ça fait 2 ans et demi maintenant. C'est 1 an avant le 7 octobre qu'on a commencé à l'écrire en se disant il faut que le mouvement social ait un outil accessible, que ce soit pas pour des spécialistes, que ce soit pour tout le monde, en fait, qu'il soit adressé au mouvement social. Eh ben, merci beaucoup Jonas, et je recommande tout le monde à lire, à acheter, parce que genre en fait ça se lit comme un manuel, hein. Il y a différentes entrées, ce petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Jonas. Merci.